Bonjour, mesdames et messieurs, chères participantes, chers participants, soyez les bienvenus au 6e Forum franco-allemand de l'énergie avec le titre Transition énergétique et décarbonation transsectorielle, l'impact de l'hydrogène dans l'industrie, la mobilité et l'électricité. Je m'appelle Jeanne Roubner, je suis vice-présidente communication de l'Université technique de Munich et c'est moi qui vais animer ces débats aujourd'hui. Ce forum se tient sous forme virtuelle seulement, mais nous attendons une journée riche et nourrie sur un sujet de la plus grande importance. Nous remercions tous les co-organisateurs, l'Office franco-allemand pour la transition énergétique, le ministère fédéral allemand de l'économie et de la protection du climat, le ministère de la transition énergétique, ainsi que le ministère allemand des Affaires étrangères. Merci beaucoup d'avoir organisé cette manifestation. Alors, soyez les bienvenus encore une fois et je vous propose d'écouter quelques mots de bienvenue. Tout d'abord, Monsieur Philippe Nimmermann, qui est secrétaire d'État au ministère fédéral allemand de l'économie et de la protection du climat. Soyez le bienvenu, Monsieur le secrétaire d'État. Vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Chère Madame Mourlan, chère Madame Morgan, cher Monsieur Rösner, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici au 6e Forum franco-allemand de l'énergie. C'est pour moi une première, virtuelle certes, mais j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver en direct live un jour. Je suis très heureux que nous ayons des intervenants de qualité aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup pour cela. Le Forum franco-allemand de l'énergie, en cette 6e année, a fait ses preuves dans le dialogue franco-allemand sur l'énergie et c'est à nous que nous le devons, Monsieur Rösner, à vous et à l'OFAT. Merci beaucoup. Le bureau, l'Office franco-allemand de la transition énergétique coopère donc avec le ministère allemand et le MTE en France. Et il est donc très important de promouvoir cet échange et nous savons que cette plateforme d'échange est vraiment très importante et très appréciée des acteurs français et allemands. Ce forum cadre parfaitement avec les autres rencontres franco-allemandes au plus haut niveau qui se tiennent cette semaine. Vous n'êtes pas sans savoir que nos chefs de gouvernement et d'État se sont rencontrés en début de semaine. Monsieur Scholz, Monsieur Macron se sont rencontrés et mon ministre également avec son homologue. Et j'ai entendu dire que ce séminaire ou cette retraite ministérielle a été fructueuse. On a abordé notamment la conception du marché de l'énergie et nous devrions maintenant nous inspirer de ce dynamisme franco-allemand. Nous vivons une époque difficile marquée par les défis géopolitiques. Les images que nous voyons du Moyen-Orient sont insoutenables. Néanmoins, on ne peut pas se permettre de négliger le changement climatique. Et l'hydrogène est une pierre angulaire d'importance dans la décarbonation et la transition énergétique. Je vous propose aujourd'hui de discuter ensemble pour savoir comment accélérer la montée en puissance de l'hydrogène ensemble en Europe afin d'atteindre nos objectifs climat et les pérenniser. Alors, quels sont les besoins, les applications que nous voyons dans 10 ans, dans 15 ans? Quid de la réglementation à envisager pour permettre à l'hydrogène de s'implanter? Quels sont le rôle de la France et de l'Allemagne avec nos partenaires également? Il ne me reste qu'à vous souhaiter une chose, que ce forum soit riche en informations et en échanges intéressants. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État. Et j'accueille Madame Sophie Mourlan, qui est donc directrice générale de l'énergie et du climat. Vous avez la parole, Madame. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour Philippe Nimmermann. Je suis ravie de faire votre connaissance à cette occasion. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à ce 6e forum franco-allemand. J'ai eu le plaisir en 2019, à l'automne 2019,
de participer pour la première fois juste après ma nomination dans des fonctions de directrice de l'énergie, et c'était à Berlin, au forum franco-allemand, un échange où nous étions présents et nous pouvions faire connaissance avec toutes les personnes présentes, qui a été extrêmement fructueux pour moi, et sur le fond et dans l'opportunité de rencontrer mes homologues allemands et les entreprises également qui participaient à ce forum. Ce sont vraiment des occasions très importantes et très fructueuses, qu'elles soient en présentiel, et c'est bien de le faire de temps en temps comme ça, ou sous la forme de séminaires comme nous le faisons aujourd'hui. C'est absolument fondamental. Je souhaiterais remercier l'OFAT et en particulier Sven Rosner pour l'organisation de ce forum. L'Office franco-allemand pour la transition énergétique est vraiment emblématique de la volonté de nos deux pays de nouer des relations étroites et de coopérer dans le domaine de l'énergie, malgré nos différences, mais qui doivent être fructueuses. L'OFAT est ancré, vous l'avez dit, Philippe, au cœur des directions de l'énergie du BMWK en Allemagne et du MTE en France, avec des bureaux dans nos locaux respectifs et nous nous croisons au quotidien. Rappelons-nous, l'OFAT a été créé en 2006 pour travailler sur l'éolien, et il a depuis élargi ses activités aux énergies renouvelables et globalement à la transition énergétique en s'adaptant à l'intensité de nos relations franco-allemandes. Je vous rejoins, Philippe, sur l'importance des relations franco-allemandes. Elles sont pour moi et pour nous au cœur de l'Europe, au cœur de la construction européenne historiquement, et c'est vraiment fondamental qu'on garde ce dialogue et cette capacité de construction en soutien du projet européen. Bien sûr, pas de manière isolée, dans un dialogue fermé entre nos deux pays, mais dans un dialogue ouvert avec nos partenaires européens. Et on sait combien la qualité des relations franco-allemandes joue dans la qualité de la construction européenne. Donc, je pense que nous avons tous cette responsabilité de le favoriser. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous nous penchons sur l'hydrogène, une nouvelle technologie, enfin partiellement nouvelle en tout cas, dont on attend un développement nouveau, qui aura indéniablement un rôle à jouer dans la transition énergétique. Je pense que c'est important de confronter et de comprendre nos visions, qui ont parfois des différences, mais pour des raisons qui sont tout à fait légitimes, de voir comment cette technologie, comment ce vecteur s'insérera dans nos mix énergétiques respectifs et selon quel calendrier. Pour atteindre nos objectifs climatiques communs, nous aurons en effet besoin de toutes les énergies décarbonées dans le respect des choix nationaux, et l'hydrogène fait indéniablement partie de ces technologies, dès lors qu'évidemment, elle est décarbonée. Vous avez rappelé, Philippe, le contexte général, combien la crise au Moyen-Orient, qui est terrifiante, nous rappelle les enjeux géopolitiques de ce monde. Avant cela, la guerre en Ukraine a généré une crise énergétique majeure et nous a interrogés à long terme sur le renforcement de notre souveraineté européenne et sur le meilleur moyen de garantir aux consommateurs, les ménages et les entreprises et l'ensemble de nos économies une énergie décarbonée au coût le plus bas possible. C'est vraiment la responsabilité qui nous incombe. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe a su s'organiser dans la crise et faire preuve de réactivité et d'une grande solidarité, mais cela nous présente également un nouveau défi. Nous avons fait jouer la solidarité avec l'Allemagne au moment de la crise en maximisant la capacité de nos terminaux GNL pour pouvoir augmenter nos exports vers l'Allemagne, alors qu'historiquement, nous importions. Et je pense que c'est un bon exemple de la capacité de l'Europe à réagir pour faire face à une crise. Il nous faut maintenant préparer demain, et nous sommes nombreux au niveau européen à nous être dotés de stratégies dans le domaine de l'hydrogène. En France, nous avons une stratégie publiée et formalisée depuis l'automne 2020 qui priorise les usages de l'hydrogène. Je vais en dire quelques mots et ensuite le reste de la journée permettra d'approfondir ces sujets. Donc pour nous, la priorité des usages de l'hydrogène, c'est pour la décarbonation de l'industrie et pour les mobilités intensives. Cette stratégie repose d'abord sur une production nationale d'hydrogène à partir de mix électriques décarbonés par électrolyse, bien sûr, notre mix électrique composé de nucléaire et d'énergie renouvelable. C'est pour nous la manière de répondre à nos objectifs de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Les incertitudes sont nombreuses sur le développement du marché de l'hydrogène, mais nous pensons, et je crois que nous pensons de manière conjointe avec l'ensemble de nos homologues européens,
que le recours à l'hydrogène renouvelable et bas carbone, qui permet de valoriser rapidement toutes les capacités de production décarbonée, est essentiel au moment où la crise énergétique appelle une adaptation rapide. Je ne vais pas détailler ici les chiffres, je pense que la journée permettra d'y revenir. Simplement dire que l'effort financier que nous souhaitons faire en France est de 9 milliards d'euros d'ici à 2030 pour pouvoir contribuer à faire de l'Europe et faire de la France un leader sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, y compris la fabrication des composants de l'électrolyse, et nous armer de la meilleure manière possible pour les défis à venir. La mise en œuvre de la stratégie à ce stade est un succès, pardon. La taille des projets soutenus est très significative. Nous avons un appel à projet d'intérêt commun européen qui a été conçu avec l'Allemagne, qui fonctionne bien et qui font émerger à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande d'hydrogène décarboné, y compris la recherche et l'innovation, beaucoup de projets, et la journée permettra d'y revenir. Peut-être un dernier mot sur l'avenir et comment nous imaginons se développer ce réseau d'hydrogène qui va être indispensable, bien entendu, sur le long terme au bon fonctionnement européen. Notre priorité, et je crois en cela de manière similaire à de nombreux pays dans le monde, à court terme, c'est le déploiement de hubs d'hydrogène, donc d'écosystèmes territoriaux où la production d'hydrogène par électrolyse va pouvoir se faire au plus près de la consommation. Notre réseau interconnecté européen permet cela. Et donc le développement d'un réseau et d'infrastructures locales dans les grands bassins de consommation, nous en avons un certain nombre en France comme dans de nombreux pays, et d'investir dès maintenant sur ces connexions entre consommateurs et producteurs et aux infrastructures de stockage pour assurer au plus tôt la décarbonation des industriels. Nous estimons que cela représente en France déjà à peu près 500 kilomètres de réseau d'hydrogène à construire. Ces déploiements sont étudiés en même temps que les solutions de décarbonation des zones industrielles. Au-delà de ces hubs et à plus long terme, le développement prioritaire seront bien sûr les réseaux entre les hubs et leur connexion aux infrastructures de stockage. Ce grand réseau de transport constituera pour nous la deuxième phase du déploiement du réseau hydrogène et devrait représenter pour notre pays à peu près 1000 kilomètres de réseau. La planification de ces infrastructures va nécessiter, à notre sens, plusieurs années, parce que le marché en est à un développement balbutiant. Il est en réalité encore un peu tôt pour savoir exactement vers quoi nous allons aller. Il faut anticiper très fortement le développement des infrastructures parce que ce sont des projets qui prennent longtemps, mais nous considérons que pour des infrastructures dont nous aurons besoin à l'horizon de la décennie 2040, il est nécessaire de prendre un petit peu de temps pour diriger les investissements au plus efficaces pour la France et pour l'Europe sur notre territoire et avec nos voisins. Et c'est sur cela que nous travaillons avec l'Allemagne, mais également avec l'Espagne et avec la Commission européenne. Je peux d'ailleurs citer, et je finirai avec cela, sur le fait que la France est engagée dans le développement d'interconnexions d'hydrogène dans les zones où cela semble dès à présent pertinent, par exemple autour du hub de Dunkerque dans le nord de la France en lien avec la Belgique et les Pays-Bas, ou en finançant par exemple les études d'un projet qui s'appelle Mosaïque, qui relie la Sarre en Allemagne et la région Grand Est en France, pour convertir des canalisations de gaz existantes au transport 100% hydrogène dans un bassin industriel transfrontalier. Voilà, je pense que la journée sera également l'occasion de parler des stratégies d'importation. Je pense que c'est un débat qu'il est intéressant d'avoir parce que pour répondre à l'ensemble des besoins à venir d'hydrogène, il faut bien sûr, comme je l'ai dit, anticiper dès maintenant. Mais les incertitudes sont fortes, les études sont divergentes sur la nécessité d'importer de l'hydrogène et par ailleurs, il est encore trop tôt pour affirmer que le coût de l'hydrogène importé sera particulièrement avantageux par rapport à l'hydrogène produit en Europe,
dont nous voyons les coûts baisser rapidement. Donc, je pense que c'est un sujet qu'il sera important de débattre pour préparer la planification à l'horizon 2025-2026 de l'ensemble des infrastructures additionnelles qui seront requises. Merci encore de nous offrir l'opportunité de débattre tous ensemble de ces sujets qui sont extrêmement importants pour l'avenir. Et merci de m'avoir donné la parole ce matin. À très bientôt. Merci beaucoup, Madame la directrice générale, pour cette ouverture qui nous donne une perspective passionnante sur la journée qui nous attend. C'est un grand plaisir de proposer à Oliver Rentschler, directeur général de la politique climatique et de la géoéconomie au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, de nous donner son mot de bienvenue. Merci beaucoup, chère Madame Bourdon, cher Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur Nimmermann, cher Monsieur Rösner, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux à mon tour de vous accueillir ce matin au Forum franco-allemand de l'énergie et comme l'ont dit mes collègues, effectivement, cette ère de crise révèle plus que jamais l'importance de la concertation franco-allemande. Et en temps de crise, la crise climatique est bien l'un des points essentiels, les plus importants qui figurent à l'ordre du jour de la coopération franco-allemande. Je suis très heureux à l'approche de la COP 28 d'avoir la chance de vous proposer un pack énergétique ambitieux qui pourrait être une clé et à cet égard, ce forum énergétique vient à point nommé. Sur ces questions qui sont décisives pour l'Allemagne et pour la France, notamment parce que notre approche de la politique énergétique souligne et prend acte de l'importance de cet échange bilatéral qu'il nous faut entretenir. Pour ce qui est de la transformation verte, c'est un impératif, nous n'avons pas d'autre solution. Il n'est plus nécessaire de le démontrer. Mais effectivement, l'Agence internationale de l'énergie a fourni une feuille de route zéro net d'ici 2050. Le message est clair. Les investissements dans les énergies fossiles telles que le pétrole, le charbon et le gaz, non, nous n'en avons absolument pas besoin. De quoi avons-nous besoin? D'un déploiement mondial des énergies renouvelables et d'une hausse de l'efficience énergétique à l'horizon 2030. Donc ça, c'est une feuille de route. Et l'impératif, la nécessité de l'accélération ne fait aucun doute. Le rôle de l'hydrogène à cet égard est tout à fait clair. C'est la technologie qui constitue le cœur de l'avenir et l'Allemagne a mis à jour sa stratégie nationale hydrogène, dotée de dispositions nécessaires pour la montée en puissance du marché et pour donner un signal clair au secteur privé afin de générer la nécessaire contribution à la protection du climat au plan économique. L'hydrogène, c'est essentiel pour atteindre la neutralité climatique de notre économie et pour notre avenir économique. Et du point de vue allemand, il ne fait aucun doute que ces grandes quantités, ces grands volumes d'hydrogène vert ne sauront être produites uniquement en Allemagne, non. Et comme l'a dit Madame Roland, non seulement au sein des frontières européennes, mais également au-delà du continent, il sera nécessaire de nouer des partenariats pour assurer la sécurité des chaînes d'approvisionnement, pour les développer. Et ceci a des implications géopolitiques. Ce sont des transformations de grande ampleur qui vont venir. Nous avons des flux commerciaux qui vont se modifier. Il y aura une diversification des chaînes d'approvisionnement et de nouveaux acteurs qui figureront à l'ordre du jour. Et donc, il est nécessaire de bien préparer la situation et préparer le déploiement de ces réseaux de chaînes d'approvisionnement et empêcher tous les obstacles qui pourraient se poser à cet égard. Le ministère des Affaires étrangères a depuis 2 ans lancé l'initiative sur la diplomatie de l'hydrogène afin d'organiser une répartition juste et équitable des opportunités économiques dans le commerce de l'hydrogène.
puisque en la matière, il faut que les deux partenaires commerciaux profitent et que ces chaînes de création de valeur en Allemagne comme en France soient bien appréhendées. Et je crois que ces efforts de montée en puissance du marché sont effectivement ou peuvent être un effort commun du couple franco-allemand. Pour ce qui est de l'infrastructure, Madame Roland a pris position à ce sujet, Mourlon a pris position à ce sujet. Effectivement, cette pipeline de Med est un excellent signe. C'est une liaison infrastructurelle et qui sera l'occasion aussi de fixer des normes pour l'économie de l'hydrogène en Europe et de fixer également la norme de la neutralité climatique sur notre continent. Cette coopération franco-allemande revêt à cet égard une importance cruciale pour mettre en place les bases de l'économie de l'hydrogène pour accroître la résilience de nos économies et de nos systèmes d'approvisionnement. Donc, sous ce signe que se placent nos échanges aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir la possibilité de partager aujourd'hui cet élément fort des relations énergétiques franco-allemandes et que nous portions notre regard non seulement au sein de l'Union européenne, mais au-delà de ses frontières, et puissions contribuer à la transition énergétique. Je souhaite à tous les participants un échange fructueux et une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rentschler, pour ce mot de bienvenue et ces perspectives d'ouverture que vous nous donnez. Et pour terminer, un intervenant qui n'est pas les moindres, Sven Rösner, l'appelle au micro, directeur de l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Monsieur Rösner. Merci beaucoup, Madame Ruckner. Chère Sophie, Monsieur Rentschler, bonjour et bienvenue au nom de l'OFAT au 6e Forum franco-allemand de l'énergie. C'est pour nous un grand honneur de pouvoir figurer aujourd'hui à nouveau avec le ministère fédéral de l'économie et du climat, le ministère de la transition énergétique et le ministère fédéral des affaires étrangères parmi les co-organisateurs. Les gouvernements français et allemands, nous venons de l'entendre, se sont rencontrés à Hambourg ces 2 derniers jours pour échanger sur les questions avec une importance fondamentale dans ce climat de confiance si particulier qu'inspire l'amitié étroite entre nos 2 pays, aussi dans le domaine de la transition énergétique et de son importance pour l'Europe, car elle est un facteur clé pour l'avenir de nos sociétés. La coopération de la France et de l'Allemagne, notamment aussi dans la réforme du marché de l'électricité, nous l'avons entendu hier à la conférence de presse, a été identifiée comme un critère important pour la compétitivité de nos économies. Nous souhaitons nous inspirer aujourd'hui de cet esprit de coopération pour les échanges durant cette manifestation. Et nous vous proposons pour cette conférence avec l'hydrogène un sujet que nous avons intégré à notre périmètre cet été. Cela fait un certain temps déjà que l'hydrogène est considéré par beaucoup comme la brique pour l'instant manquante de la transition énergétique et donc aux efforts de la lutte contre le réchauffement climatique, celle qui peut établir la communication entre les différentes énergies avec leurs défis respectifs pour établir un système intégré où les faiblesses se compensent pour devenir en somme une force. Une clé de voûte donc, sans laquelle la voûte elle-même ne semble pas avoir de sens et resterait un torse. Et jusque-là, c'est vrai, l'hydrogène propre peut décarboner l'industrie en remplaçant l'hydrogène de vaporeformage ou le coke. Il peut flexibiliser le système électrique en stockant le surplus de l'énergie générée à certains moments. Il est aussi une option étudiée pour remplacer les poids lourds et des trains diesel, parfois sous forme de carburant synthétique, et il a même récemment été retenu comme solution pour le chauffage résidentiel en Allemagne. Un vrai couteau suisse, donc, que cette petite molécule, une formule magique et une surface de projection pour nous qui sommes à la recherche d'une solution pour limiter le réchauffement climatique.
Nous allons regarder ces différents usages de près aujourd'hui et nous allons également nous poser la question de savoir quel rôle l'hydrogène saura réellement jouer dans chacun de ces cas. Car si l'hydrogène est, avec une part de 70%, l'élément le plus répandu dans l'univers, il est en réalité assez compliqué de le capter d'une manière neutre pour le climat et de le concentrer dans une forme qui permet son utilisation par la suite dans chacun de ces cas énumérés. Beaucoup d'entre vous ont suivi notre conférence sur l'hydrogène et le système électrique en 2021, et nous nous souvenons que cet engouement assez fort pour ce qui a été à cette période décrit comme le champagne de la transition énergétique par certains, donc comme quelque chose à réserver seulement pour des occasions exceptionnelles, avait déjà attiré l'intérêt d'une grande variété d'acteurs. Beaucoup de choses se sont passées depuis, mais si on parlait de l'hydrogène surtout au conditionnel, cela est toujours le cas. Car si les possibilités qu'offre cette molécule font l'unanimité, le fait est que les électrolyseurs nécessaires pour son isolation, ainsi que l'infrastructure et le marché nécessaire pour le transport et l'échange de l'hydrogène n'existent aujourd'hui pas dans une mesure adéquate en Europe et dans le monde pour satisfaire ce potentiel croissant. Et il ne le sera pas non plus à moyen terme si nous ne changeons pas de braquet, tout comme pour les centaines de térawattheures d'électricité supplémentaires nécessaires pour réussir cet exploit. Sur le plan microéconomique, c'est une aubaine, car derrière chaque défi se cache une opportunité. Mais la difficulté réside sur un niveau macro, dans le fait que les secteurs et les entreprises qui les forment risquent tous de réclamer la priorité dans l'approvisionnement en hydrogène, dans la course vers la décarbonation. Le risque est donc, comme nous avons pu le voir récemment à plusieurs reprises, que deux ou plusieurs acteurs d'horizons industriels variés se retrouvent avec des approches différentes envers l'hydrogène, comme et les habitués de l'OFAT le savent déjà. Nous sommes de grands fans de La Fontaine. Ils se retrouvent comme deux chèvres face à face sur un pont étroit, chacune préoccupée par ses priorités personnelles et convaincue par leur pertinence vis-à-vis de ceux de l'autre chèvre. Chacune prête à forcer le passage sur ce petit pont qu'est en réalité la transition énergétique, la voie royale vers un avenir décarboné. La chute inévitable de ces deux chèvres qui suit dans la fable illustre dans cette situation aussi leur incapacité de se concerter, de coopérer pour franchir ce pont l'une après l'autre et d'atteindre l'objectif initial qui n'était bien sûr pas d'avoir raison, mais d'arriver sans encombre, sec et sans douleur, à l'autre rive où l'herbe leur semblait respectivement plus verte, ou l'hydrogène, dans notre cas, plus abondant. Il n'y a pas de gagnant dans cette histoire de La Fontaine, mis à part, bien sûr, le lecteur, qui se plaît dans l'idée qu'il n'aurait jamais fait comme ces deux chèvres, qu'il se serait concerté à leur place, qu'il aurait proposé de passer deuxième cette fois-ci, plutôt que de prendre le risque de faire cette mauvaise chute dans le ruisseau, se salir et peut-être se casser une jambe en plus. Et il se pourrait qu'un jour, il serait bien utile d'être en bon terme avec cette autre chèvre, car l'union fait la force, et cela toujours, par exemple, quand le loup s'introduit à nouveau dans le pré. Et le lecteur a raison avec ce sentiment de satisfaction, car il a tout compris. La transition énergétique est un projet qui touche à l'intégralité des facteurs économiques et sociétaux de notre monde. Elle est un objectif où souveraineté égale solidarité entre citoyens, entreprises, nations et continents. Elle ne peut pas être réalisée en solo. Cela passe, comme La Fontaine nous le conseille, par la compréhension, la concertation et le compromis entre partenaires, comme le président Macron et le chancelier Scholz l'ont rappelé hier, notamment pour les technologies de l'avenir. Et nous sommes ravis que vous, mesdames et messieurs, vous soyez connectés ce matin
pour cette journée de dialogue autour de la transition énergétique et de la décarbonation transsectorielle pour évaluer l'impact que l'hydrogène pourrait développer pour les domaines de l'industrie, de la mobilité et de l'électricité. Merci à toutes et à tous ceux qui ont contribué et qui vont contribuer à la réussite de cette conférence. Je nous souhaite une journée passionnante et constructive. Merci de votre attention. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Rösner, für Ihre Merci beaucoup, Monsieur Rösner, pour ces propos qui nous inspirent. Et avant d'aborder cette petite molécule plus en détail, permettez-moi quelques remarques d'ordre technique pour cette conférence en ligne. Je prie les intervenants de parler lentement, d'éviter, si possible, les abréviations, puisque pour nos interprètes qui tentent de vous suivre sur leurs canaux et de trouver le bon acronyme dans leur langue, eh bien, ce n'est pas toujours évident. Donc, merci de parler lentement. Suite à cette conférence, à peu près une semaine plus tard, vous retrouverez les présentations sur le site web de l'OFAT. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez loupé un épisode, vous pourrez donc le lire en aval et cela sera disponible dans les 3 langues. Pour vos questions que vous pourrez poser suite au panel et aux présentations, eh bien, veuillez les poser grâce au module sur notre site internet où se passe le streaming. Donc, je me réjouis d'aborder la première partie de cette conférence, à savoir l'hydrogène comme pierre angulaire de la décarbonation. C'est avec grand plaisir que j'accueille Monsieur Timur Gül, qui est responsable de la technologie énergétique au sein de l'Agence internationale de l'énergie. Pour ceux qui connaissent le World Energy Outlook, eh bien, ils connaîtront la donne, puisque, en effet, l'AIE nous fournit des chiffres et des perspectives. Donc, merci d'être des nôtres, Monsieur Gull. Vous évoquez la demande, la production, les coûts potentiels et limites de l'hydrogène dans la décarbonation du système énergétique européen. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rupner. Alors, pour commencer, je salue tous les participants présents ici. Très heureux d'être présent à cet événement au en représentant l'Agence internationale de l'énergie. Alors oui, notre organisme, y compris dans sa publication Energy Outlook, mais également dans de nombreux autres, mentionne l'hydrogène. Je suis également responsable d'une autre publication intitulée Perspectives technologiques énergétiques, qui se penche sur la problématique et les thématiques des nouvelles technologies énergétiques dans le détail. Nous avons également une revue mondiale de la question de l'hydrogène publiée en septembre. Donc effectivement, ce sujet dont je souhaite m'entretenir avec vous figure en haut de notre agenda et de toute actualité. J'ai également, il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, rédigé une thèse sur l'hydrogène qui, à l'époque, était déjà considéré comme un vecteur énergétique de l'avenir et dont on considérait qu'il demeurerait une énergie de l'avenir. Aujourd'hui, effectivement, l'hydrogène est considéré par toutes et tous comme un élément essentiel de la protection du climat, mais selon ses modalités de production, il peut renforcer également la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Ici, l'Europe est en première ligne puisqu'il s'agit de décupler le marché. On a eu 16 pays
européens et l'Union européenne qui ont tous adopté des stratégies hydrogène. La France a déjà, depuis 2018, un plan pour l'utilisation de l'hydrogène qu'elle a présenté, et puis l'hydrogène vert 2025. L'Allemagne a sa stratégie hydrogène 2020 et on voit que les activités dans l'espace franco-allemand se consacrent également à cette question. Les technologies et le développement de l'hydrogène en Europe. 30% des brevets sur l'hydrogène entre 2011 et 2022 ont été publiés, oui, en Europe. Et les investissements pour la production de l'hydrogène sont en Europe à hauteur de 30% des investissements mondiaux en la matière, et l'Europe est à ce titre juste derrière la Chine. Ici, je souhaite vous expliquer que malgré nos efforts pour l'emploi de l'hydrogène en Europe, comme dans le monde entier, l'Europe ici ne fait pas figure d'exception, on reste limité au secteur des raffineries et on a essentiellement d'hydrogène produit à partir de combustibles fossiles, ce qui bien sûr n'est pas durable. Ce sont 900 millions de tonnes de CO2 qui sont liées à la production d'hydrogène à l'heure actuelle, ce qui représente autant que le volume total des émissions de Grande-Bretagne ou d'Indonésie. Donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut changer sur cette énergie si l'Europe souhaite atteindre ses objectifs énergétiques d'ici 2050. D'après nos calculs, les objectifs européens seuls, 50 millions de tonnes d'émissions de production d'hydrogène doivent être effacés grâce à l'emploi d'électrolyseurs. En Europe, nous en sommes convaincus, les importations d'hydrogène seront nécessaires. Par ailleurs, d'autres carburants tels que l'ammoniac pourront nous aider. C'est inévitable selon nos analyses si l'on veut une utilisation de l'hydrogène de grande ampleur. Il est important de souligner que l'hydrogène n'est pas le remède à tous les maux. Selon nous, il est clair que il faut réduire les émissions du système énergétique là où c'est trop cher ou difficile techniquement, là où l'électrification, qui est pour nous la première voie à suivre, est trop complexe. Ce sont 0,7% de la totalité de la consommation énergétique en Europe, y compris l'aviation et la navigation internationale, qui pourraient être couvertes par l'hydrogène. Les industries lourdes sont essentielles. Elles représentent 20% de la consommation énergétique à l'horizon 2050. Le kérosène synthétique pourrait être essentiel pour l'aviation. Et 60% de la demande énergétique de la navigation européenne pourrait être couverte par l'hydrogène si nous souhaitons atteindre les objectifs climatiques à l'horizon 2050. Ici, vous voyez qu'aux quatre coins du monde, l'intérêt est vif et nourri pour l'hydrogène. La production d'hydrogène au moyen d'électrolyse, vous voyez ici, ce sont les projets engagés qui sont représentés en vert. Elle est en croissance et se diversifie de plus en plus. Nous avons 14 gigawatts de capacité d'électrolyse qui ont été validés pour 2030. L'an dernier, nous avons installé 7 mégawatts, cette année 2 mégawatts. Mais les attentes en matière de capacité d'électrolyse, si l'on se fonde sur les validations fermes aujourd'hui, eh bien, on peut s'attendre donc à 14 gigawatts dans le monde entier, dont 4 pour l'Europe. Qu'est-ce que cela signifie, projet validé, projet engagé? Ça veut dire que ce sont des projets qui soit sont déjà en exploitation, soit déjà en construction, soit que la décision finale d'investissement a déjà été prise. La majorité, vous voyez, des capacités annoncées sont situées en Chine et en Europe. À l'heure actuelle, 14 projets en Chine avec une capacité supérieure à 100 mégawatts qui ont une décision finale et qui devraient entrer en exploitation dès l'année 2024. En Europe, c'est visible, n'est-ce pas? Le nombre de projets qui ont été validés fermement est bien plus important, mais les capacités par projet sont plus faibles, à l'exception du projet Y H2 Steel en Suède, le projet hollandais également et le projet des Pays-Bas, qui est ce même projet. Enfin, on a donc un petit nombre de
projet, il faut dire que le projet Neon Green Hydrogen avec l'Arabie Saoudite est très important, avec 2 gigawatts de capacité d'électrolyse. La décision finale d'investissement a été prise pour ce projet. Page suivante, s'il vous plaît. Que voyons-nous ici? L'ensemble des projets, ceux qui sont engagés, mais également ceux qui ne sont pas encore en exploitation, en construction, où la décision financière finale a été prise, ceux qui sont prévus. Donc tout ce qui est encore en phase de conception, de planification est représenté également ici et on voit que le nombre de pays représentés ici est bien plus important et bien plus varié. L'Europe représente cependant un tiers de l'ensemble de ce projet et travaille avec de nombreuses régions du monde avec de bonnes ressources de régions d'énergie renouvelable, Australie, Amérique latine, qui représente un cinquième des projets annoncés et 10% pour le continent africain. Donc cet ensemble de projets représenterait 420 gigawatts à l'horizon 2030, mais nombre d'entre eux ne sont encore qu'à une phase conceptuelle ou de planification à l'heure actuelle. Page suivante, s'il vous plaît. La production d'hydrogène par électrolyse n'est pas la seule technologie de production d'hydrogène à faible émission. Il existe également les technologies de CCUS, capture, stockage de l'hydrogène et la production qui peuvent être utilisées. Mais les prévisions de projets CCUS, captage, utilisation, valorisation et stockage du CO2, sont une technologie qui permettent de requalifier l'hydrogène en technologie attractive grâce à notamment cette séparation, ce captage utilisable avec l'hydrogène et avec l'ammoniac. Ces 2 modes de production, donc l'électrolyse ou des carburants fossiles avec captage CCUS, nous avons d'un côté plus d'une dizaine de millions de tonnes en électrolyse et un peu moins de 10 millions en CCUS. Dans l'ensemble, ce sont 38 millions de tonnes de projets hydrogène à faible émission. C'est un volume absolument impressionnant. Ce ne sont pas ici les projections de notre agence, mais bien des projets qui ont fait l'objet d'annonces dans le monde entier. Revenons à la répartition géographique. On note certaines différences remarquables. Comme je l'ai dit, l'électrolyse est présente dans de nombreux pays, alors que les projets CCUS se concentrent essentiellement en Amérique du Nord et sur le continent européen. L'Amérique du Nord représente la moitié des annonces de projets en CCUS et l'Europe environ 40%. Qu'en est-il de l'avancement de ces projets et de leur type? Les projets annoncés pour lesquels la décision finale d'investissement a déjà été prise ne représentent que 4% de l'ensemble des projets de production. Donc nous sommes bien loin d'avoir utilisé ces 38 millions de tonnes et de recevoir ces 30 millions de tonnes d'hydrogène produit avec de faibles émissions. L'avancement en la matière est lent, oui. Si l'on regarde, si l'on tient compte du fait qu'à l'heure actuelle, l'hydrogène est pourtant sous les feux de la rampe, c'est un secteur qui en est encore à prémisse de son développement, très complexe, avec énormément d'incertitudes quant à la demande et des points qui ne sont pas encore clairs, à savoir les cadres réglementaires et la conversion de l'infrastructure. L'inflation et la hausse des coûts et l'évolution qui s'ensuit des prix des énergies fossiles ne font qu'accroître ou rendre plus délicate encore la situation. L'avancement des électrolyseurs annonce l'avènement d'une nouvelle économie énergétique qui est déjà observable depuis quelques années. La production de modules solaires, mais également de véhicules électroniques et de batteries en témoigne.
voyez également la production d'électrolyseurs. Un indice ici important sont les capacités de production d'électrolyseurs. Selon nos chiffres, les capacités mondiales de production d'électrolyseurs d'ici la fin de l'année atteindront les 20 gigawatts. 20 gigawatts pourront être produits chaque année. C'est un chiffre 2 fois supérieur à celui qu'on connaissait à la fin de l'année 2021. Et la moitié de ces capacités sont localisées en Chine. L'Europe représente un cinquième de ces capacités. Regardons maintenant les prévisions annoncées, c'est le volet gauche. Les capacités de production. Eh bien, à l'horizon 2030, ce sont 155 gigawatts qui ont été annoncés, qui pourraient donc voir le jour, capacité de production par an, donc 90% seront nécessaires selon nos analyses pour atteindre l'objectif global net zéro à l'horizon 2050. La Chine garde la part du lion, ça reste le principal producteur, mais les annonces en Europe, aux États-Unis et en Inde témoignent également d'une volonté de prévoir des capacités de production. Les capacités absolues en Europe à l'horizon 2030 devraient être multipliées par 7 pour atteindre une trentaine de gigawatts. Ces capacités de production en Europe suffiront à peine à atteindre les objectifs climatiques de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne en électrolyse. Est-ce que tout ceci pourra bien être réalisé? Ce n'est pas garanti, ce n'est pas sûr encore aujourd'hui, plus cela dépend de plusieurs facteurs. Vous voyez ici, sur le diagramme central, que seuls 20% des équipements annoncés, 20%, là, intervenant se corrige, n'ont pas encore vu leur site fixé. Et le déploiement d'une industrie locale, mais également les législations prises en la matière aux États-Unis, au sein de l'Union européenne, les incitations Net Production Link pour les électrolyseurs, tout ceci influencera les décisions d'investissement, d'où la incertitude encore quant au site de construction de ces équipements de production d'électrolyseurs. Et nous voyons qu'il y a un volume autour de 20% de ces équipements où la décision de financement finale a été prise ou qui sont encore en construction. Page suivante, vous voyez que la production d'hydrogène à faible émission reste encore à coût désavantageux par rapport aux énergies fossiles. Le CCUS a vu son désavantage accru du fait de l'inflation depuis 2 ans. Effectivement, les prix des technologies et les coûts en capitaux des projets, les CAPEX, ont connu une hausse importante, ce qui a un impact sur la rentabilité des projets d'hydrogène qui sont prévus. Les études de faisabilité jusqu'au mois de juin dernier ont dû revoir leurs estimations de coûts pour tenir compte de la hausse des prix, et de nombreux projets ont vu leurs estimations financières revues à la hausse jusqu'à 50%. Les coûts des électrolyseurs ont connu une hausse massive du fait de la hausse des matériaux. L'an dernier, on avait 9% de hausse par rapport à l'année précédente. Deuxièmement, cette hausse des coûts concerne également les autres technologies des renouvelables, tels les panneaux photovoltaïques ou autres turbines. Et en conséquence, cela entraînerait une hausse de 20% des coûts de production hydrogène d'ici 2020, à la fin de la décennie. Les CAPEX, nous le voyons, et surtout les projets renouvelables d'hydrogène à base de renouvelables sont très sensibles du fait de cette hausse de 3%
des CAPEX et cela pourrait entraîner une répercussion à 1/3 de hausse. Donc, on voit que le hydrogène issu de renouvelables est en position défavorable par rapport à d'autres productions d'hydrogène. Et compte tenu de la compétitivité à court terme, on ne peut cependant pas envisager que cette hausse des coûts soit durable. On observe déjà une atténuation de cette hausse et à moyen terme, on peut envisager un retour à la baisse des coûts. Mais pour la prévision, la planification des projets, à l'heure actuelle, ça reste un effet de l'inflation qui ne devrait pas nous inciter à abandonner totalement les projets, mais qui pourrait cependant entraîner un report des décisions d'investissement. Page suivante, j'aimerais m'attarder un instant sur la compétitivité des secteurs industriels. Ce transparent est issu de notre publication Perspectives sur les technologies énergétiques, publiée en début d'année. La compétitivité des industries existantes et nouvelles est un nœud central de la politique énergétique compte tenu des points forts, des faiblesses et de l'impératif d'efficience et de compétitivité pour participer à l'économie de l'énergie. L'accès aux ressources énergétiques constitue aujourd'hui un avantage compétitif à moindre coût énergétique et coût de production pour l'exploitation des matières premières. Mais cet avantage compétitif ne saurait disparaître complètement avec la transition vers le secteur durable. L'hydrogène en est un excellent exemple. Typiquement, et comme je l'ai dit, des hydrogènes issus des combustibles fossiles avec 1 à 3 dollars par kilo. À l'heure actuelle, en comparaison, l'hydrogène issu de renouvelables est plus cher, mais les coûts de production, si le marché est favorable, pourraient diminuer à l'horizon 2030, de sorte que l'effet global sur les coûts et les coûts des électrolyseurs entraînerait une compétitivité de l'hydrogène issu des renouvelables par rapport à celui issu des combustibles fossiles, même s'il n'est pas subventionné. C'est ce que l'on voit sur la gauche. Alors, ce qui est important, c'est que comme pour le gaz naturel ou pour le pétrole, l'hydrogène va avoir une différenciation de ses coûts, notamment du fait de la variation du prix du courant issu de renouvelables. Les analyses géographiques nous montrent que les coûts de production en 2030 dans des pays tels que la Chine, l'Inde et notamment les États-Unis pourraient connaître une hausse conséquente et supérieure à celle qu'on observerait en Europe et au Japon. Pour ce qui est des matières premières et des biens produits à partir de cet hydrogène, l'industrie de la métallurgie et de l'acier en Europe va devoir faire preuve d'innovation, diminuer significativement ses émissions de CO2 à moyen terme. L'Europe, mais d'autres régions également, devront faire face à la hausse des coûts de la production de l'hydrogène et pour ceci faire preuve d'innovation pour maintenir leur compétitivité et leur place sur le marché. À long terme, n'oublions pas cependant que le fait de proposer des produits zéro émission sera un facteur de compétitivité sur le marché. La question des coûts continuera de trancher. À l'heure actuelle, on voit que celle-ci reste la question maîtresse. Enfin, pour conclure, quelques mots du commerce de l'hydrogène. Comme je l'ai dit, les importations constituent une option d'approvisionnement importante pour l'Europe, ou pourrait en tout cas l'être, notamment compte tenu de la situation dont je vous ai fait part. Le commerce international de l'hydrogène à l'heure actuelle n'en est qu'à ses prémices. L'ammoniac, le méthanol sont négociés, matières premières pour l'industrie. L'hydrogène lui-même, pour l'instant, mis à part quelques projets pilotes très peu nombreux, n'y figure pas. En Allemagne, par exemple, l'an dernier, on a commencé avec l'instrument H2 Global à utiliser des dérivés d'hydrogène et nos analyses ont démontré que jusqu'à présent, les projets hydrogène tournés vers l'exportation ont été annoncés et représenteraient d'ici 2030 16 millions de tonnes, soit 40% de la production mondiale
des 38 millions de tonnes annoncés pour l'ensemble des projets hydrogène à faible émission. Cela signifie que les exportations potentielles constituent une part essentielle de l'évolution des projets hydrogène au niveau mondial. Voyez ici la répartition. La moitié des projets d'exportation sont prévus en Australie, où le potentiel d'énergie renouvelable est excellent et la proximité du marché asiatique, bien sûr, favorable. L'Amérique latine, d'ici 2030, pourrait représenter un tiers des projets hydrogène exportés. Et côté importation, vous le voyez ici, la plupart des projets annoncés ont pour destination l'Europe. La moitié, cependant, n'ont pas encore de destination identifiée. Cela tient au fait que de nombreux projets sont encore à un stade très précoce de la révolution. La majorité des exportations priorisées, le transport, option favorisée pour le transport, c'est l'ammoniac, comme on le voit, et une utilisation directe de l'ammoniac reste encore un point d'interrogation, de sorte que ici, on pourrait l'utiliser cependant en tant qu'engrais dans l'industrie des engrais ou encore trouver d'autres applications énergétiques, par exemple un carburant pour la navigation. L'évolution des projets en prévision, eh bien, on en a 2 tiers qui n'en sont encore qu'à la phase initiale de planification, un tiers qui en sont à l'étude de faisabilité. Et d'ici 2030, on a une part des projets pour lesquels les acquéreurs ont déjà été identifiés, ceux ayant fait l'objet d'une décision d'investissement final ou de la signature d'un accord concret sont en nombre encore moindre. En tout cas, cela signifie qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour développer le marché mondial de l'hydrogène. Et c'est sur ces mots que je conclus mon intervention et vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup, Monsieur Gull, pour cette analyse tout à fait intéressante. Nous avons quelques questions qui ont été posées sur le chat. Pour commencer, y a-t-il des estimations sur les volumes et les dates auxquelles l'hydrogène et les dérivés pourraient contribuer au chauffage des bâtiments? Réponse, oui, l'utilisation de l'hydrogène dans les bâtiments en Allemagne, notamment, fait l'objet de vifs débats. Elle est très controversée, je l'ai dit auparavant. Il convient d'utiliser l'hydrogène là où d'autres technologies ne constituent pas des options envisageables ou alors où les coûts ou les facteurs techniques font qu'elles sont difficiles à employer. Pour le bâti, c'est délicat. Il y a plusieurs possibilités selon nous, les pompes à chaleur ou nos scénarios de jalonnement mondial sont la conversion du secteur énergétique net zéro à 2050. Nous avons déjà cette année une contribution certes faible de l'hydrogène en matière de chauffage de bâtiments à hauteur de 2% prévu dans notre feuille de route il y a 2 ans. Et aujourd'hui, nous avons revu ce chiffre à la baisse. Cette contribution, en fait, on l'a placée à 0 parce qu'on a vu qu'il n'y a pas d'avancée en la matière et au contraire même que l'utilisation des pompes à chaleur dans de nombreux pays progresse plus rapidement que ne le pourrait celle de l'hydrogène. Oui, il y aurait des pistes, mais dans nos scénarios, cependant, selon nos scénarios, l'hydrogène ne joue pas de rôle en la matière. Merci beaucoup. Je poursuis avec une autre question. Une remarque, mais également une critique. L'hydrogène, écrit notre participante, est aujourd'hui, semble la solution miracle pour réduire, ou est plutôt l'excuse pour ne pas penser à réduire notre consommation en matière de chauffage ou de trafic aérien. On sait qu'il n'y aura pas suffisamment d'hydrogène disponible. Alors, comment assurer une hiérarchisation des priorités qui soit intelligente au niveau sociétal pour
planifier, organiser et attribuer là où c'est le plus important les ressources? Réponse, c'est une excellente question. Une question tout à fait justifiée, pas nécessairement une critique, selon moi. Quiconque se penche sur les scénarios énergétiques, il faut commencer de plus loin encore. La production et la demande énergétique sont des systèmes extrêmement complexes et l'enjeu n'est pas seulement la décarbonation du secteur de l'électricité ou de faire circuler uniquement des véhicules électriques. Non, c'est l'industrie qui doit réduire sa consommation énergétique, mais également la production ou encore le secteur du bâtiment. Observez nos scénarios, vous verrez très clairement que d'ici 2030, il ne nous reste donc plus que 7, voire juste 6 ans. La priorité, claire et univoque, c'est le déploiement des renouvelables et la hausse de l'efficience énergétique. On ne pourra s'en passer si l'on souhaite atteindre les objectifs climatiques. Et dans le cadre de la conférence climatique, c'est le message que nous nous efforçons, notamment avec cette feuille de route net zéro publiée il y a 2 semaines. Ce plaidoyer que nous nous efforçons de faire, il faut multiplier par 3 l'utilisation des renouvelables au niveau mondial et multiplier par 2 l'efficience énergétique si nous souhaitons obtenir nos objectifs, réaliser nos objectifs. Donc oui, effectivement, c'est un sujet important. Je suis d'accord avec vous. Le premier moteur de la réussite de la transition énergétique, c'est cette hausse de l'efficience et ce déploiement des renouvelables. Pour ce qui est de la compétitivité, il n'y a pas d'analyse ou de document nous permettant de voir en détail quelles sont les possibilités technologiques ou comment cela se décline dans les différentes thématiques ou les différents secteurs industriels. Oui, c'est important, c'est juste. Les scénarios permettent de prendre des décisions éclairées, de distinguer l'option idéale, la voie idéale, mais la transition énergétique ne fonctionnera que si elle est placée sous le signe de l'inclusion, c'est-à-dire que le secteur énergétique doit être impliqué, tous les utilisateurs d'énergie et tous les points de vue doivent être entendus. Il convient de trouver des compromis en vue de la réussite de la transition énergétique qui doit être réalisée le plus vite possible pour répondre aux impératifs de protection climatique, mais également de protection de l'approvisionnement. Donc, comment hiérarchiser les priorités? S'informer sur les scénarios, oui, c'est une option. Dans l'idéal, on utilise ces scénarios pour organiser les débats nationaux et arrêter les bons choix pour un pays et en convenir avec toute une société. Merci. Merci, Monsieur Gull, pour cette analyse tout à fait intéressante et vos réponses qui le sont tout autant. Et nous closons nous vous saluons et avant de passer à la suite, nous avons eu des commentaires de la part du public nous disant que l'image n'était pas toujours très nette. Vous avez la possibilité, en utilisant la petite molette en bas de votre écran, de régler la netteté de votre image et nous espérons que cela réglera le problème. Et je vois désormais Marc-Antoine Elmazega, bienvenue. Vous êtes directeur du Centre Énergie et Climat à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Et vous allez nous parler de la géopolitique de l'hydrogène, point de vue des ressources, du transport et de la sécurité de l'approvisionnement. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Merci beaucoup à Sven Rosner et ses collaborateurs. Parler allemand et donc je crois qu'il est temps effectivement d'avoir aussi un point de vue, en tout cas en langue française et peut-être sous un angle davantage français en l'occurrence, puisque comme vous le savez, la France et l'Allemagne ont beaucoup de points communs, mais dans l'énergie et dans l'hydrogène notamment, mais sur d'autres sujets, effectivement, il y a des visions différentes et qu'il s'agit quand même à la fin de faire converger. Donc je vais essayer de contribuer à l'émergence d'une prise de conscience commune
finalement des enjeux auxquels nous sommes confrontés pour essayer de rapprocher les approches et les stratégies de nos deux pays. Alors, vous m'interrogez sur la géopolitique de l'hydrogène. Il y a, il faut le dire, beaucoup de fantasmes sur cette nouvelle géopolitique qui viendrait remplacer celle du pétrole. Je crois qu'il faut garder les pieds sur terre. Thibault l'a bien montré, on est très très loin d'un grand commerce, de l'essor d'un grand commerce d'hydrogène ou de produits dérivés dans le monde. Mais je crois que pour commencer, il est très important de bien comprendre que ce que l'on envisageait il y a peut-être 4 ans sur nos stratégies et nos trajectoires de décarbonation en Europe, je crois que ce que l'on envisageait même encore il y a 2 ans, tout cela doit être remis à jour, doit être ajusté parce que notre environnement stratégique, notre environnement géopolitique, notre environnement géoéconomique est profondément bouleversé. Je veux en prendre quelques exemples. En réalité, aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne, est une île de stabilité au milieu de zones de guerre, d'insécurité ou d'instabilité sur les flancs est. Évidemment, on pense à l'Ukraine, mais aussi au sud de l'Europe. Et on pense évidemment à Gaza, mais il y a la Libye, il y a la Syrie, etc., etc. C'est un environnement extraordinairement dégradé. C'est le pire environnement géopolitique que nous ayons jamais connu. Et nous sommes tous contraints finalement de mener notre transition et de l'accélérer dans cet environnement extraordinairement dégradé. C'est inédit et on ne peut pas faire simplement en appuyant sur l'accélérateur, ça ne marchera pas. Il faut évidemment réfléchir très profondément aux ajustements de stratégie que cela implique. Le deuxième élément, c'est que notre façade atlantique, c'est sans doute notre flanc en Europe qui est le plus sûr. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, il y a bien sûr notre plus grand allié, mais aussi notre principal concurrent. Nous avons eu le choc de l'Inflation Reduction Act, qu'il faut voir positivement, mais reconnaissons que nous n'avons ni su prévoir, ni su prévenir les chocs qui nous ont profondément affectés ces dernières années. L'élection de Donald Trump, la pandémie, l'inflation, l'invasion de l'Ukraine, la destruction du Nord Stream, l'attaque du Hamas. En réalité, nous subissons et sommes de moins en moins puissants. Et cela, je pense, doit nous appeler à une grande prudence, ou à un ressaisissement stratégique et à prendre cela en compte avant de vouloir construire de nouvelles dépendances. Je crois que c'est très important. Le deuxième point qui nous concerne, et Timur l'a abordé, c'est l'inflation. Nous sommes dans un contexte d'inflation qui devient systémique. Elle était liée aux importations d'énergie, elle se transmet à l'économie, et c'est évidemment un nouvel environnement. On ne peut pas envisager les courbes de baisse des prix et de déploiement des technologies telles qu'on a vécu celles sur l'éolien offshore ou sur le photovoltaïque. On est dans un monde complètement différent et il va falloir en tenir compte. Le troisième élément de cet environnement des plus dégradés, c'est notre facture sur les hydrocarbures importés. Cette facture est au plus haut, elle bat des records. Et quand bien même on aurait les prix du gaz qui baisseraient un peu ces prochaines années, nous allons avoir des transitions avec un prix du baril de pétrole élevé. Or, il y a quelques années encore, on pensait qu'on aurait une facture des hydrocarbures importés relativement faible. Et cela change la donne parce que ce sont des dizaines de milliards d'euros qui vont à l'étranger et que nous ne pouvons pas, du coup, investir dans nos économies. Et l'idée selon laquelle on va sortir très rapidement des hydrocarbures, elle est complètement erronée puisque nos chaînes de valeur des technologies bas carbone sont grippées. Grippées parce qu'on a un problème de montée en puissance sur l'électronique de puissance, sur les navires de pose, sur les différents composants de l'éolien. On n'a pas le foncier, on a des problèmes de permitting partout, l'inflation est là, et vous voyez bien qu'on pousse la pédale de l'accélérateur, mais la voiture n'avance pas plus vite. Et encore un mot peut-être pour finir ce cadrage d'introduction sur cette dépendance à la Russie que nous avons eue dans le domaine gazier. Ce qu'il faut bien comprendre, je crois, c'est qu'on payait annuellement à Gazprom en Europe à peu près 25 à 30 milliards d'euros.
Mais avec le gaz que l'on achetait à Gazprom, on produisait des biens semi-finis, finis, etc., qui avaient peut-être 10 ou 20 fois plus de valeur. Et la Russie n'était absolument pas un concurrent dans la plupart des biens que nous produisons, à à peu d'exceptions près. Or, aujourd'hui, nous sommes en train d'acheter énormément de gaz aux États-Unis, qui sont un concurrent direct sur la quasi-totalité des biens que nous produisons. Nous sommes en train d'envisager de renforcer nos dépendances au Moyen-Orient, et le Moyen-Orient et les pays du Moyen-Orient sont de plus en plus des concurrents sur l'ensemble de ces biens. Et j'aimerais attirer votre attention sur une chose absolument essentielle, c'est que on le voit dans les métaux, la plupart des pays qui détiennent des ressources ne veulent plus simplement être fournisseurs de ressources. Elles veulent monter en puissance dans les chaînes de valeur. Elles veulent créer des emplois chez elles. Elles veulent capter beaucoup plus de valeur ajoutée. Et on va le voir aussi dans l'hydrogène. C'est-à-dire qu'énormément de pays qui ont toutes les ressources et qui pourraient se positionner comme des pays d'exportation, eh bien, ces pays-là vont très rapidement se rendre compte, et c'est déjà le cas, qu'en réalité, il ferait mieux de tout faire pour attirer chez elles des industries et consommer cet hydrogène et ces produits dérivés sur place. Et donc, pour finir, je crois qu'il faut avoir conscience d'une chose fondamentale, c'est que nous sommes dans l'Union européenne, avec le Royaume-Uni, les plus grands perdants des polycrises actuelles et que ces polycrises vont s'inscrire dans la durée. Et je crois que notre discussion sur la stratégie extérieure de l'hydrogène doit absolument intégrer cela. Alors, Timur l'a un petit peu évoqué. Je crois que avant, en réalité, de parler de grandes stratégies d'importation d'hydrogène, etc., il faut d'abord régler un certain nombre de défis primaires, j'allais dire. C'est évidemment celui du système électrique en Europe. Je le disais tout à l'heure, nous ne parvenons pas à renforcer le déploiement des énergies renouvelables. Nous n'arrivons pas à renforcer les réseaux comme il le faudrait. Or, nous avons besoin de beaucoup plus d'interconnexions à tous les niveaux. Nous allons entrer dans un système électrique où il y a de moins en moins de capacités pilotables et de plus en plus de capacités électriques intermittentes. Et c'est un immense défi, surtout dans un contexte d'inflation, surtout dans un contexte où les chaînes de valeur sont sous tension et ne suivent pas la demande. Et reconnaissons-le, l'électrification avance trop lentement et nous avons un immense potentiel pour avancer l'électrification, notamment dans l'industrie. Et je crois que cela doit être la principale priorité. Et dernier point, nos États sont quand même très affaiblis financièrement. Ce que l'on pouvait envisager en termes de soutien financier avant ces crises, ce n'est évidemment plus la même chose à la suite des crises et de la montée des taux d'intérêt et du coût de remboursement des dettes souveraines. Alors, une autre remarque importante, c'est que nous sommes les seuls en Europe à vouloir faire de l'hydrogène de façon prioritairement verte. Le reste du monde ne s'intéresse absolument pas aux couleurs de l'hydrogène. Le seul critère qui compte, c'est l'efficacité. Et ce que j'entends par là, eh bien, c'est le contenu carbone de cet hydrogène. Le reste du monde ne fait pas le choix entre le nucléaire ou les énergies renouvelables, etc. Je crois que il y a là un vrai décalage qui m'inquiète profondément, de surcroît, parce qu'il va falloir construire cette régulation mondiale pour la certification de l'hydrogène. Des initiatives sont en cours, mais si nous voulons être leaders dans ce domaine-là, eh bien, il va falloir quand même que nous reconnaissions l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel et que l'on se concentre sur le résultat et pas tant sur la façon exacte d'y parvenir. Je crois qu'il va aussi évidemment falloir que nous nous intéressions de près aux dépendances, aux nouvelles dépendances liées aux métaux dans les technologies de l'hydrogène. Et on en parle pour les énergies renouvelables, on en parle pour les batteries des voitures, mais ce sujet-là est absolument majeur et je ne vois pas encore beaucoup de travaux là-dessus et beaucoup d'efforts, en tout cas à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, pour faire face à ce défi-là, alors que les Américains, eux, l'ont bien en tête. Et j'aimerais que les Européens se mobilisent davantage sur ces enjeux. Ensuite, un dernier point, et Timur l'a évoqué,
il faut quand même avoir conscience que nous partons là aussi sans doute avec un vrai défi, non pas tant un retard comme dans les batteries, mais un vrai défi, c'est que la Chine et d'autres sont en réalité très avancés, très capables, et tout le sujet, vous le savez bien, c'est d'être capable d'opérer des électrolyseurs de très forte capacité, et ça ne s'invente pas, et c'est un learning process qui est probablement à la mesure de celui des gigafactories, où l'on voit des taux de rebut immenses en Europe parce qu'il faut apprendre en réalité et que c'est très difficile et que ça prend du temps. Et les Chinois, semble-t-il, ont déjà là quand même une longueur d'avance. Alors, il y a évidemment énormément d'efforts qui ont lieu, des écosystèmes qui sont créés, une vraie volonté politique tirée par l'Allemagne. Je crois qu'il faut le dire, on a réussi à imprimer l'hydrogène dans le monde entier et à susciter effectivement un intérêt majeur. Et il faut s'en féliciter. Et là, il y a effectivement un faute leadership et un leadership de facto industriel européen qu'il faut conforter. Mais évidemment, les défis sont majeurs. Quand on regarde cette périphérie européenne, celle qui est extraordinairement instable, voire en proie à des facteurs majeurs d'insécurité, il est clair qu'elle va devoir jouer un rôle majeur, potentiellement, mais la question, c'est à quel horizon et avec quel pays pour l'importation d'hydrogène, notamment par gazoduc ou l'équivalent pour l'hydrogène. Cela fait absolument sens économiquement. Il y a un vrai potentiel au sud de la Méditerranée, voire un peu plus au-delà, en Mauritanie, pour acheminer des produits de type hydrogène dans des canalisations et les faire remonter en Europe, c'est certain. Mais la question, c'est vraiment à quel horizon. Et quand on regarde le reste du monde, l'Australie a été évoquée, etc., évidemment, ce ne sera pas de l'hydrogène a priori, ce seront des produits dérivés de type ammoniac, le méthanol ou des fuels de synthèse. Cela fait parfaitement sens, mais j'aimerais quand même apporter quelques bémols, c'est-à-dire que l'ammoniac, c'est pas une matière dont on va importer qu'on va importer de façon exponentielle. Il y a des limites à cela. Et bien sûr qu'on ne va pas transformer de l'ammoniac en hydrogène pour en faire ensuite de l'électricité, par exemple, puisque les rendements seront absolument épouvantables et les coûts, évidemment, beaucoup trop élevés. Donc là aussi, quand même, je pense que ce sont des niches absolument très importantes. Bien sûr que des pays comme le Brésil, le Chili, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l'Australie seront très bien placés pour faire ce type de produits dont on aura besoin, notamment dans l'industrie aéronautique. Mais là aussi, le potentiel sera quand même limité. Et donc, j'en arrive à mon troisième point, c'est que, évidemment, quand on regarde cette géographie mondiale, les pays qui ont du désert, du soleil, du vent, un accès au port, une gouvernance stable qui permet en réalité d'avoir un coût du capital le plus faible possible, et là, en fait, où l'on peut produire de l'électricité très bon marché, et où il y a de l'eau, eh bien, ces pays-là, évidemment, seront les grands gagnants de cette géopolitique de l'hydrogène qui se développera dans les 15 prochaines années. Mais il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a dit ça, sur l'eau, va se poser la question de la certification de l'eau. Si vous prenez de l'eau qui vient d'usines de dessalement alimentée avec de l'électricité au fioul ou au gaz, on comprend bien qu'il va y avoir des vrais défis. On comprend bien aussi que, comme je le disais tout à l'heure, ces pays vont vouloir développer chez eux des chaînes de valeur et on le voit très nettement au Moyen-Orient, notamment avec l'Arabie Saoudite, mais on le voit aussi avec d'autres pays. Euh, il va falloir évidemment développer une main-d'œuvre bien formée qui est capable de travailler sur ce produit ou ces produits qui sont quand même très instables, très dangereux, très explosifs, etc. Et donc, il va y avoir un immense effort à faire. Et on voit bien les difficultés en Europe, mais on aura les mêmes difficultés ailleurs. Et c'est évidemment un immense défi pour développer ces chaînes de valeur. Et enfin, j'aimerais attirer votre attention sur un vrai défi pour l'Europe, c'est qu'on risque d'avoir en réalité une ligne de fracture entre les zones situées près des côtes ou près des parcs éoliens en mer
Et donc, ou si vous êtes un industriel placé à proximité de ces ports et de ces côtes, eh bien, vous pourrez sans doute avoir accès à de l'hydrogène ou à des produits dérivés plus compétitifs. Et l'intérieur des terres en Europe, tous les pays enclavés, toutes les régions qui sont à plus de 200 km, on va dire, de ces zones côtières, où eh bien, l'hydrogène sera sans doute beaucoup plus cher, en cost plus, et donc posera un vrai défi industriel. Et cela, la seule façon de remédier à cela, c'est d'avoir quand même une vision où l'électrification doit être poussée au maximum. Et la deuxième condition, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur l'hydrogène vert. Donc, il va falloir qu'on accepte l'hydrogène à partir de gaz naturel et de CCS, encore que ça devrait être concentré près des côtes, mais surtout, évidemment, l'hydrogène à partir d'électricité nucléaire. Et si les petits réacteurs nucléaires modulaires ont une telle perspective et se réalisent, eh bien, évidemment, ils permettront de produire de l'hydrogène à partir d'électrolyse à haute température. Et ce sera la seule condition pour éviter cette fragmentation et faire en sorte que partout en Europe, on ait accès à de l'hydrogène décarboné et donc pour que l'on puisse maintenir les industries partout en Europe et pas seulement près des côtes. Alors, quelques mots de conclusion. Vous pressentez un peu ce que j'ai tenté de vous faire passer comme message. Le premier défi reste et sera celui de la décarbonation de l'électricité, des infrastructures, de la flexibilité, des réseaux et de l'électrification de l'industrie. Euh, Malheureusement, je crains que nos débats sur l'hydrogène ont un petit peu fait oublier le sujet et l'ensemble des progrès qui peuvent encore être faits dans l'électrification de l'industrie. Et ça doit être absolument prioritaire parce que c'est une question finalement de sécurité économique. Et c'est ce que nous pouvons faire de mieux en Europe. La deuxième chose, c'est qu'il faut décarboner les usages actuels de l'hydrogène. On parle des nouveaux usages, vous avez eu des questions sur le chauffage, sur la mobilité. Franchement, tout cela est complètement, de mon point de vue, hors de propos, puisque on a d'immenses émissions liées à la consommation d'hydrogène, à la production d'hydrogène à partir de sources fossiles dans les raffineries, etc. Et donc, concentrons-nous là-dessus, c'est déjà un immense défi, et saluons les efforts qui sont déjà faits par Repsol, par Total Energy et par d'autres en Europe pour aller dans ce sens-là. Et ça fait parfaitement sens parce que vous avez l'off-take, vous avez la demande, il y a un business case pour cela. Alors, un mot sur la stratégie d'importation allemande qui va être rendue publique en fin d'année. Je crois que, bien sûr, il y a un immense nombre de pays dans le monde avec lesquels on pourrait travailler, mais concentrons-nous à donner de l'argent public en soutien à des projets dans des pays où il y a une vraie stratégie de décarbonation à l'œuvre, où il n'y a pas de concurrence d'usage et où, en réalité, il y a des vrais partenaires de l'Europe. Et malheureusement, quand on passe les pays au tamis, euh, sur la base de ces critères, il n'en reste plus beaucoup. Ensuite, concentrons-nous sur notre périphérie. Notre périphérie est extraordinairement instable. Si notre périphérie est instable, l'Europe est instable. Et donc, c'est absolument stratégique de concentrer nos efforts pour investir dans cette périphérie de l'Europe, à l'est, au sud, parce que c'est un défi sur 30 ans. Et évidemment, il faut arrimer ces pays d'un point de vue industriel, sociétal, économique, géopolitique à l'Europe. Je crois que, il faut essayer de produire autant que possible de l'hydrogène chez nous. Donc, doit y avoir une politique industrielle de l'hydrogène, orientons-la autant que possible vers des projets d'abord en Europe, parce qu'il faut qu'on apprenne à le faire en Europe au maximum. Et ayons évidemment conscience de cette grande concurrence qui s'esquisse. Et la meilleure façon de résister à cette grande concurrence, c'est de faire de l'électricité la priorité, d'électrifier et de concentrer l'hydrogène pour des usages bien identifiés. Je partage parfaitement l'analyse de Timour. C'est l'acier, bien sûr, c'est la pétrochimie et éventuellement le soutien au système électrique ici et là, mais dans une petite mesure, car tout cela va coûter très cher. Voilà, un dernier mot enfin. Euh, il y a évidemment d'immenses potentiels
À long terme, pour de projets d'infrastructures d'hydrogène, pour nous relier au sud de la Méditerranée, par exemple, ou à l'Ukraine, il y a des sites de stockage, etc. Mais en attendant, faisons des câbles électriques en courant continu. Je crois qu'il y a là un vrai potentiel. Et encore une fois, l'électricité, c'est la base de tout. Et donc, je crois que ce séquençage qui est à revoir est très, très important si l'on veut être efficace dans la montée en puissance de cet écosystème, de ces écosystèmes de l'hydrogène. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que nos amis allemands ont pu suivre mon propos grâce aux interprètes. Merci beaucoup. Vielen Dank, Herr Eilmasega, für diese spannenden Ausführungen und wir Merci beaucoup, Monsieur El Mazega. Nous avons le temps également d'accepter des questions du chat. Vous disiez ceci, en Europe, on devrait se concentrer sur la production d'hydrogène nationale. Alors, d'où doit venir le courant pour produire cet hydrogène? Nous voyons qu'en Allemagne et en France, en fait, on tend vers un déficit d'énergie. Madame Rubner, vous avez parfaitement raison, c'est un énorme défi qui nous est lancé. Et comme je le disais, nous commençons à manquer en fait d'énergie flexible et décarbonée. On aura du mal à lancer la montée en puissance des énergies renouvelables. Et nous avons cette pression permanente contre l'industrie nucléaire en France, mais dans d'autres pays aussi. Or, dans cette situation, il semble absurde par rapport à nos concurrents dans le monde entier, en fait, qui nous regardent et qui nous rayonnaient, parce qu'on est en train de se mettre des bâtons dans les roues nous-mêmes. Alors, pour répondre à votre question, cette montée en puissance, il faut vraiment la faire avancer le plus rapidement possible. Il faudra économiser de l'énergie et ce, pas par la fermeture d'industries, mais par des plans d'efficacité, économiser un maximum et passer à d'autres sources d'énergie tant que faire se peut. Il va falloir évidemment étayer tout cela sur un plan financier. Les Français doivent comprendre que nous, en France, par rapport à notre filière solaire et éolienne, que nous devons passer par donc une montée en puissance, même si nous avons le nucléaire. Et en Allemagne et dans d'autres pays, il faut bien comprendre que sans l'énergie nucléaire, on ne pourra pas s'en sortir. C'est impossible. On n'aura ni de l'hydrogène, ni de l'énergie. Et toute l'industrie en paiera les frais. Et c'est exactement ce que dit l'industrie allemande et l'industrie française, car les seuls qui ne l'ont pas encore compris, ce sont certains élus. Bon, alors, un appel contre la polarisation au sein de l'Union européenne. Une brève question, brève réponse, s'il vous plaît. Vous avez dit que la situation évolue en raison du prix du pétrole, mais la rentabilité des projets d'hydrogène constitue un sujet de taille et les risques d'investissement sont très importants, comme nous l'avons vu. Alors, comment garantir que ces projets soient rentables? Comment réduire ces risques à l'investissement? Eh bien, pour réduire ces risques, il appartient aux élus, à la politique, d'émettre des signaux clairs. Cela fait partie des systèmes énergétiques à venir. C'est stratégiquement important et les capacités, évidemment, devront être mises en place, tout comme les produits. C'est la base, c'est le début et c'est ce que nous avons. Alors maintenant, dans un deuxième temps, dans ce contexte d'inflation notamment, il est évident que des fonds européens, par peut-être la Banque européenne d'investissement, avec des taux de crédit favorables, et il nous faut par ailleurs des délais de planification plus courts. Si vous voulez construire des électrolyseurs, il faut que ça aille vite.
Ce sont des industries très sensibles, mais tout ce travail de planification et d'autorisation doit intervenir très rapidement. Ces mois que l'on perd sont de l'argent perdu. C'est la même chose sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire. Tout ceci doit maintenant se passer très rapidement. Alors, comment renouer avec des tarifs d'énergie bon marché? La réforme du marché de l'énergie est évidemment complexe, hautement complexe, mais il faudra vraiment avancer sur ce dossier à la fin de l'année parce que sinon on va perdre du temps et de la confiance. C'est une évidence. Très bien. Merci beaucoup pour ces appels lancés aux élus, monsieur. Nous avons une troisième intervention très passionnante ce matin avant de marquer la pause café. Je suis très heureuse de l'accueillir et je la vois apparaître, Sarah Piscor, qui est directrice pour la stratégie, la politique et la communication chez ENSOC, à savoir le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport pour le gaz. Madame Piscor va aborder le réseau hydrogène vers une infrastructure européenne de l'hydrogène. Soyez la bienvenue, Madame Piscor. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. C'est pour moi un grand plaisir d'être des vôtres pour la première fois au nom de l'ENSOC, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport pour le gaz. Cette abréviation est peut-être la première que je dois expliciter aujourd'hui et j'espère que les interprètes pourront me suivre. Merci beaucoup. Mon rôle aujourd'hui est de représenter tout le savoir accumulé depuis la mise en œuvre du troisième paquet énergie au sein de l'Union européenne depuis 2009 et créé à cette époque-là pour faciliter la coopération des GRT de gaz, donc les gestionnaires de réseaux de transport qui sont responsables d'une livraison sûre de gaz naturel. Cela fait 7 ans que je fais partie de l'ENSOC et il s'agit de la transition maintenant du gaz, du transport de gaz naturel vers le transport de l'hydrogène. Et aussi, il nous faut nous préparer au CCUS qui risque bien d'arriver. Ma présentation aujourd'hui contient 4 grands pans qui sont importants à l'heure de faire le point sur ce qui se passe au sein de l'Union européenne. Merci beaucoup Timor et Marc-Antoine d'avoir préparé le terrain, de nous avoir brossé un tableau général de la situation. Ma présentation va permettre d'approfondir un petit peu, d'entrer dans le détail, notamment en ce qui concerne la perspective de l'Union européenne. En effet, l'ENSOC a commencé à développer cette transition, à la faire avancer vers une économie de l'hydrogène, et ce grâce à des attributions régulatoires qui sont les nôtres. Je voudrais tout d'abord donc faire le point sur la situation actuelle avant de passer à certains principes que nous souhaitons faire avancer en tant que bons enseignements à tirer d'un côté donc mise en œuvre qui pourrait servir cette transition et pourrait vous aider à tendre vers des réseaux gaziers efficaces à l'avenir. Je suis ici puisque les réseaux gaziers permettent un transport efficace de grands volumes d'énergie. Il va sans dire que nous aurons besoin d'augmenter les réseaux d'électricité. Il faudra multiplier le volume par 3, voire par 4 pour faire face à la demande. Et il est évident que nos collègues euh, au sein de l'ENSOE, donc les gestionnaires de transport pour l'électricité, travaillent d'arrache-pied justement sur ce développement. Or, nous pensons qu'en termes de volume, l'énergie que peuvent transporter aujourd'hui les réseaux gaziers peut être utilisée aussi à l'avenir pour l'hydrogène.
Or, c'est évidemment une procédure différente par rapport à ce que nous connaissions par le passé. Il faut vraiment lancer la planification de ces réseaux pour une demande que nous avons du mal à anticiper. Et pourtant, nous sommes dans une situation donc mue par la demande. Nous sommes, ceci étant, très heureux de disposer déjà de ces réseaux gaziers qui peuvent donc servir cette transition. Ces gazoducs soutiennent la décarbonation de l'industrie. Nous avons évoqué ce matin le transport maritime et l'aérien qui ont besoin de cette énergie. Ce sont les secteurs qui font partie de ceux où il est difficile de réduire les émissions, donc il faudra livrer les molécules. Nous pensons que les systèmes énergétiques d'avenir demanderont beaucoup de dépendance entre les deux, donc les réseaux électriques et de molécules donc gaziers. En ce moment, donc, on a besoin d'une bonne planification, d'une implantation intelligente euh, des électrolyseurs. Et il va falloir aussi prévoir l'intermittence qui vient avec une augmentation de l'énergie solaire et éolienne dans les réseaux. Et quelque part, dans ces réseaux, il faudra aussi voir comment au mieux utiliser cette énergie. Il faudra aussi la garder si derrière l'énergie ne peut pas livrer les quantités demandées. Donc, les interconnexions entre ces réseaux est de la plus haute importance afin de capter les synergies potentielles que le stockage d'hydrogène pourrait également apporter à l'avenir. En ce qui concerne la reconversion des réseaux gaziers vers l'hydrogène, je ne puis que vous encourager à regarder quels sont les avantages inhérents à ce processus, pour l'Europe notamment. Nous avons quantifié au sein des GRT les avantages de l'utilisation des réseaux existants. Ce sont évidemment des économies de coûts, c'est un tiers en fait des de, coûts d'investissement de nouveaux réseaux, ou nouvelles connexions gazoducs. Donc, c'est là déjà un élément très favorable côté donc coût et financement. Cette reconversion permet aussi d'aller plus vite dans la transition. C'est dire que la transmission, bien normalement, on a besoin aussi de procédures d'autorisation très longues et les GRT disposent donc déjà de réseaux qui pourraient être utilisés pour l'hydrogène et cela nous permettrait d'accélérer les procédures et d'être beaucoup plus efficaces que s'il fallait en fait reconduire ces gazoducs de fond en comble. C'est donc un des grands avantages de la reconversion des réseaux gaziers. Nous avons entendu parler aujourd'hui des connexions entre les clusters d'hydrogène, où on commencerait sur un plan local et il faudra vraiment faire une conception approfondie. Il est vrai que ces clusters auront du mal à faire face à la règle d'additionnalité s'ils n'ont pas de fourniture à partir de différentes sources. Cela permettrait aussi, on pourrait mieux fonctionner s'il y avait une interconnexion avec les réseaux plus larges pour avoir une sécurité d'approvisionnement. Ce sont là des enseignements tirés d'un marché de l'énergie bien interconnecté. Effectivement, ces interconnexions permettent d'améliorer très largement la sécurité d'approvisionnement pour donc les molécules également. Ici, je vous montre la cartographie de l'infrastructure de l'hydrogène avec la transmission, le stockage, les terminaux GNL à reconvertir et aussi les opérateurs de distribution en Europe.
Cette cartographie est disponible publiquement. Nous la mettons à jour tous les 6 mois afin de comprendre où se trouvent les projets d'infrastructure les plus proches pour les acteurs du marché. Et cela illustre le nombre de réseaux qui pourraient être reconvertis. Et donc, je vous invite en fait à jouer avec cette carte interactive. Donc, cela permet de voir quels sont les réseaux que l'on pourrait reconvertir et où il faudrait songer à des interconnexions. Cette carte montre 300 projets d'infrastructure et nous avons coopéré avec le reste de la chaîne de valeur pour visualiser et mieux comprendre les centres de production et de consommation en Europe. Chaque point sur cette carte représente un point, donc, et vous pouvez avoir les détails en zoomant dessus. Cela a été créé pour nous permettre de bien comprendre les projets, le progrès des différents projets, le projet des consortiums également, et cela permet aussi de mieux jauger la situation afin de prendre des décisions au niveau de l'investissement. Aujourd'hui, nous n'avons que 2% de ces choix finaux d'investissement qui ont été faits afin de faire avancer les projets d'infrastructure. Au sein d'ENSOG, nous avons repris le rôle de monitoring, de suivi, et nous nous concentrons sur des tâches régulatoires. Hmm. Maintenant, je vous propose de montrer donc cette carte qui devient visible pour tout le monde. Et le progrès sur ces projets est également documenté via le plan de développement du réseau sur 10 ans au niveau européen, plan 2022, où l'ENTSOC, mon organisation, travaille avec tous les promoteurs de l'hydrogène. Et donc, nous avons 215 projets de transition qui doivent évidemment respecter la réglementation européenne et cela permettrait d'accélérer la préparation de l'infrastructure d'hydrogène. Ces projets ont fait l'objet d'une évaluation et respectent les règles de la politique revue pour les promoteurs de projets et NSOC consulte également ou propose en fait les travaux pour être prêt pour soutenir les travaux de l'Union européenne et des États membres en la matière. Le but étant de leur permettre de promouvoir la mise en œuvre de ces infrastructures, une mise en œuvre plus rapide, notamment pour les projets d'intérêt commun européen. Prochain transparent, je vous propose ici le point sur la planification pour le gaz et l'hydrogène. Donc, quelles sont les lois existantes pour le gaz et l'hydrogène et aussi pour les réseaux d'énergie transeuropéens? Je le disais, nous collectons ces différents projets, nous les préparons pour l'évaluation par l'Union européenne et les États membres dans le cadre de ce plan de développement TYNDP. Mais nous avons aussi évidemment la régulation RTE et à l'heure de passer au crible de ces projets, de les filtrer via les indicateurs, cela indique par exemple leur contribution à la sécurité d'approvisionnement, de l'intégrité du marché et nous évaluons également à quel point les projets qui portent, qui posent leur candidature, pour ces projets d'intérêt commun peuvent contribuer à éliminer ces déficits d'investissement et les déficits de capacité. Notre attribution est donc, de préparer une analyse
méthodologie d'analyse coût-bénéfice et de préparer pour la première fois une méthodologie ACF pour l'hydrogène pour avoir une bonne analyse des projets avec différents types d'indicateurs afin que les États membres puissent vraiment faire des choix bien renseignés par rapport donc au statut afin d'être à la hauteur du test MACF, donc les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Et via cette technologie, nous testons les indépendances et les synergies qui entraient à la reconversion des infrastructures de gaz à l'hydrogène. Cette méthodologie décrit donc également l'indépendance entre les besoins du marché de l'énergie et aussi la sécurité d'approvisionnement en gaz à tout moment dans la reconversion vers l'hydrogène. Je vous invite à contacter l'ENSOC si vous avez des questions. Sur mon prochain transparent, je vous montre une vue d'ensemble des travaux réalisés par mon équipe et ce, sous l'égide de l'Alliance pour l'hydrogène propre, Alliance européenne. Ce sont plus de 1000 entreprises européennes qui sont associées à cette démarche. Ici, il y a une table ronde qui représente les différents acteurs de la chaîne de valeur. C'est la troisième année, en fait, que j'ai le plaisir d'être facilitateur de ces travaux au sein de la table ronde de l'Alliance. Alors, quels ont été nos travaux l'an dernier? Nous avons préparé un manuel sur les corridors de fourniture d'hydrogène, notamment dans le cadre du plan REPower de la Commission européenne. Nous avons réuni toutes les informations disponibles des États membres, de l'industrie et des acteurs le long de ces corridors que l'Union européenne souhaite mettre en place. Vous voyez ici, c'est bien souvent en région franco-allemande, au centre de l'Europe, et tous ces flèches que vous voyez ici représentent les corridors et les efforts de préparation de ces corridors pour une connexion des centres de fourniture potentiels. Donc, le Nord, la mer du Nord, la mer Baltique, la péninsule ibérique et aussi des apports potentiels de l'Afrique, tout comme une connexion avec des centres de demande au centre de l'Europe. Il y a aussi un centre sud, bien sûr. Nous évoquons les spécificités de chaque corridor dans le cadre de cette ambition Repower UE. Et nous avons évoqué les freins, mais aussi les opportunités que peuvent représenter ces corridors au sein de l'Union européenne. Ce rapport présente par ailleurs des conseils majeurs pour cette route qui est à concevoir et c'est une approche très réaliste en fait. Nous avons besoin d'une planification commune sur ces corridors et ce, le plus rapidement possible pour avoir une conception sûre et pour permettre au marché de réaliser la montée en puissance de l'hydrogène. Le financement de ce réseau doit évidemment être à l'agenda de tous les pays qui soutiennent les centres de production et la demande. L'Alliance sur l'hydrogène propre travaille sur 3 manuels supplémentaires expliquant bien la démarche pour tendre vers des projets couronnés de succès. Un manuel portera sur les importations. De quelles importations aura besoin l'Europe? Mais nous avons aussi, par exemple, les
ports qui soutiennent aussi la décarbonation du transport maritime, mais aussi de l'industrie plus large, et qui doit se préparer aussi, par exemple, à l'ammoniac et au méthanol, afin de comprendre l'envergure de ce type d'importation cet automne. Nous l'évoquons donc dans le cadre de l'élaboration de ce manuel. Nous évoquons également les questions du financement de ces infrastructures et je vais vous apporter quelques éclairages là-dessus dans un instant. Par ailleurs, nous nous intéressons aussi aux travaux de mise en œuvre nécessaires à l'Europe, car cette année, nous espérons avoir un cadre réglementaire avec le paquet gaz et hydrogène qui sera donc en place et à partir d'une première sélection des projets candidats d'intérêt commun. Il y aura donc euh, un choix qui sera fait par la Commission. On apportera un soutien européen ultérieur et s'intéressera à la mise en œuvre de ces projets d'intérêt commun. Ces manuels comportent les meilleures informations disponibles réunies par NSOC au sein des acteurs et nous souhaitons en parler avec les acteurs pour avoir vraiment une approche très réaliste par rapport à ces corridors. Je passerai maintenant à la prochaine partie de mon intervention qui porte sur les principes que nous souhaitons retenir, les enseignements tirés qui seront utiles à l'avenir aussi pour l'infrastructure d'hydrogène. Alors, de quoi avons-nous besoin maintenant en termes d'infrastructure au sein de l'UE? Tout d'abord, un cadre régulatoire fiable et prévisible. Le paquet gaz l'offrira. Il y a là quelques messages principaux valables pour cette phase finale du débat sur le paquet. Alors, tout d'abord, NSOC pense qu'il faut bien comprendre les rôles de la chaîne de valeur et avoir des définitions claires de la transmission d'hydrogène et aussi de la dimension locale, la distribution locale d'hydrogène. Alors, ces enseignements tirés du monde gazier doivent nous servir pour éviter une fragmentation du marché. Nous savons que nous aurions naturellement des clusters locaux dans le développement de l'hydrogène, mais cela est inconcevable. Il faudra absolument tendre dès le début vers des interconnexions afin de pouvoir apporter la sécurité d'approvisionnement et l'interconnectivité qui permettra aux premiers usagers d'en profiter le plus tôt possible de ce marché plus large et aussi des signaux de formation des prix disponibles lorsqu'il y aura connexion, et ce pour un système plus large. Premier principe, éviter la fragmentation du marché. Nous discutons avec nos membres de la formation de consortiums. Il est crucial, effectivement, d'avoir des techniques de réduction des risques d'investissement. C'est bien d'avoir un peu d'expérience aussi au niveau de la chaîne de valeur. Il faut former donc des équipes avec le côté infrastructure et acquéreur. Donc, c'est là un enseignement apporté à la connaissance des gouvernements. L'accès, dès que ces premiers projets existeront, sera aussi donc d'avoir un accès non discriminatoire pour les parties tierces. C'est vraiment la clé pour créer un terrain de jeu équitable pour tous les participants, tous les acteurs du marché et les réseaux hydrogène devront donc absolument respecter ce principe.
À l'heure de créer ces cadres et les régulateurs nationaux devront effectivement contrôler cet accès des parties tierces aux infrastructures le plus rapidement possible. Sarah, je suis désolée, l'heure tourne. Il y a aussi la planification conjointe pour l'UO. Nous avons donc, ce que je disais, les plans de développement sur 10 ans au niveau de l'Union et je voudrais intégrer cette pensée aux plans de développement nationaux. Il est important de voir les synergies locales pour une implantation et un dimensionnement intelligent des électrolyseurs afin d'éviter l'écrêtement et quel sera l'effet sur les réseaux gaziers existants à l'heure de reconvertir ces réseaux à l'hydrogène afin de maintenir la sécurité d'approvisionnement pour toutes les molécules et pour tous les électrons à tout moment. Sarah, est-ce que vous m'entendez? Nous avons donc les différents opérateurs du gaz qui auront besoin donc de coordination et qui devront jouer un rôle très important pour procéder à un échange. Cela se fait déjà de façon informelle, mais nous sommes en train de le formaliser. Je voudrais par ailleurs souligner ceci. Il nous faut préparer aussi au CCUS et bien comprendre à quoi pourraient ressembler les réseaux à l'avenir. Dernier transparent, j'évoque ici donc la réduction des risques d'investissement. Chez ENSOC, nous pensons qu'il faut maintenant débattre de la clarification des réseaux. Nous pensons que les mécanismes évoqués au sein de l'Union européenne, comme par exemple des points d'interconnexion zéro redevance obligatoire, semble sympathique comme outil de prime abord, mais cela en fait réduit la transparence coût qui est capitale notamment pour les premiers acquéreurs, notamment dans le domaine transfrontalier. Il est vraiment très important d'avoir des tarifs clairs aux frontières des États membres afin qu'ils puissent expliquer à leurs usagers comment les redevances des réseaux sont créées par les différents États membres et ce qu'il en est des connexions transfrontalières. Autre principe très important, toute mutualisation des coûts va demander beaucoup d'intervention et de clarté par les régulateurs nationaux pour soutenir la prise de décision lorsque l'échelle du marché n'est pas encore complètement claire, pour que les régulateurs nationaux puissent donner leur accord aux investissements. Il est important de bien comprendre en fait les processus. Un dernier point, vraiment le tout dernier, l'heure tourne. Je voudrais le souligner car c'est vraiment primordial. Le besoin de coordination entre les différents acteurs et les différents acteurs aussi de la prise de décision. Pour soutenir les centres de production, il faudra s'intéresser à la livraison physique à l'acquéreur. Donc, nous coopérons avec les acquéreurs d'hydrogène. Et il est bien important de comprendre quel est donc le lien avec la politique industrielle, puisque c'est l'industrie qui sera le premier acquéreur. Donc, on ne saurait trop faire de coordination entre l'énergie, le climat et aussi la DG Grow. DG Grow, DG Climat, déjà DG ENER. C'est le travail mené par ENSOC aussi par rapport au financement
Je le disais, la coordination avec les différents acteurs pour ce manuel sur la finance qui illustrera les financements disponibles au niveau de l'Union européenne pour ces infrastructures, au niveau public et privé. Et nous espérons que ces travaux vont soutenir les porteurs de projets afin de bien comprendre les enjeux financiers et de respecter aussi les règles sur les aides d'État au sein de l'Union. Merci beaucoup pour votre attention, pour ce temps passé avec NSOC. Merci d'avoir suivi cette présentation très détaillée et je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Et cela signifie, chers participants, que nous allons passer à la pause et remercions bien cordialement Sarah Piscor. Restez à nos côtés puisqu'après la pause café à 11h30, nous poursuivons notre programme, le sujet l'hydrogène en tant qu'élément clé de l'avenir industriel climatiquement neutre de l'Union européenne. Un discours d'adresse nous sera donné de la direction générale, ou plutôt, de l'environnement de la direction générale de l'énergie. Et puis une table ronde tout à fait passionnante nous attend. Retrouvons-nous à 11h30. Merci.